Très bien, tout le monde a vu les images dramatiques du Boeing E-3. Le Sentry nord-américain, une plateforme d'alerte avancée aéroportée qui a été détruite sur la base Prince Sultan, là-bas en Arabie Saoudite, le week-end dernier. Cet avion a été détruit par une attaque de drone iranien ou par un missile. Ce n'est pas clair. Jusqu'à présent, du moins, je n'ai pas vu si l'une des parties a admis que l'armement était un missile ou un drone. Mais l'attaque a été si précise, justement contre le HADOM sur le fuselage arrière de l'avion, que cela indique probablement l'apport de renseignements d'une très grande précision. De l'extérieur, beaucoup de gens envisagent que la Russie a fourni ces renseignements nécessaires, ces positions, ces coordonnées nécessaires aux Iraniens pour toucher cet avion directement. De la même manière, par exemple, un avion d'alerte avancé russe a été touché l'année dernière par une attaque de drone ukrainien sur une base très éloignée de l'Ukraine, là-bas en Russie. Tu t'en souviens, il y a même eu une petite vidéo du drone atterrissant sur le Hadome. Bon, voyons de quel avion il s'agit, quelle est son importance dans le contexte de la guerre actuelle et pour les futures opérations, que nous pourrons voir dans les prochaines semaines. D'accord, essayons donc de comprendre d'abord le concept de base de cet avion. D'accord, celui-ci est un avion de détection et de contrôle aéroporté. C'est un sigle que vous avez peut-être déjà vu souvent. AEWC, Airborne Early Warning and Control. Cela signifie alerte aérienne anticipée et contrôle. Ou alors vous avez peut-être vu un autre sigle qui est AWACS, A-W-A-C-S, que l'on utilise généralement pour le même objectif. Cependant, c'est un sigle qui désigne un avion spécifique de l'arsenal nord-américain, qui est celui-ci, le Sentry, qui a été détruit le week-end dernier, n'est-ce pas ? Ce sigle AWACS signifie Airborne Warning and Control System, c'est-à-dire alerte aérienne et système de contrôle. Ce sigle, le second, AWACS. Je la préfère parce que je trouve qu'elle est plus claire, n'est-ce pas ? Elle rend plus clair quel est le but de cet avion. Et il a deux objectifs, n'est-ce pas ? Comme vous l'avez vu, alerte aérienne, elle donne une alerte sur l'activité ennemie par voie aérienne, c'est une alerte aérienne. Et elle sert aussi de centre de contrôle, parce qu'elle contrôle, cet avion contrôle les actions, ou du moins il indique, n'est-ce pas ? Les actions. Les possibilités d'action d'autres unités de ses propres forces, qu'il s'agisse d'unités aériennes, terrestres, navales ou de missiles, n'est-ce pas ? Donc ce système, qui aujourd'hui est un système très développé, en fait, il a été créé là-bas pendant la fameuse Seconde Guerre mondiale. Déjà à l'époque, n'est-ce pas ? Et on peut retracer l'origine de ce système au tout début de la guerre ou à la fin des années 30 en Angleterre, lorsque l'Angleterre a mis en place le Chain Home, ou chaîne nationale de radar, positionné là, dans le sud-est de l'Angleterre, qui faisait face au continent européen, afin de pouvoir détecter les vagues d'avions ennemis qui viendraient attaquer des cibles en Angleterre. Ce Chain Home est une création, n'est-ce pas, de plusieurs ingénieurs et scientifiques très importants là-bas en Angleterre. Mais sa mise en œuvre peut être attribuée au maréchal de l'air, Hugh Dowden et Hugh Dowden. Après avoir construit toute cette chaîne de radars, il a réussi à en tirer le meilleur parti possible. Pendant la bataille d'Angleterre, n'est-ce pas ? Parce que les Anglais pouvaient détecter très tôt toutes les formations de bombardiers allemands qui venaient attaquer l'Angleterre. Et cela a permis aux Anglais d'avoir la capacité de survivre aux attaques allemandes, même sous de lourdes attaques et en étant en infériorité numérique, n'est-ce pas ? Mais là, mec, il va se passer la chose suivante. Toute nouvelle technologie ouvre des portes, tu vois, beaucoup de portes. Et quand on parle de radar, on ne parle pas d'une technologie exclusive à l'Angleterre, parce que les Allemands avaient aussi des radars. À cette époque, d'autres pays dans le monde testaient aussi leurs premiers prototypes de radar. Mais les Anglais, eux, avaient une particularité, ils avaient un véritable atout entre les mains. Vraiment un petit trésor qu'ils ont créé à la fin des années 30, appelé le magnétron à cavité, ou cavity magnetron si vous lisez les sources en anglais, n'est-ce pas ? Ce petit appareil, mec, était révolutionnaire parce qu'il générait une fréquence d'onde tellement élevée
tellement élevé qu'il arrivait à détecter des objets dans les airs, avec une précision bien supérieure à celle des radars des ennemis, n'est-ce pas? Donc la clarté des lectures des radars anglais, qu'ils ont fini par partager avec les Américains en 1940, n'est-ce pas, a été très très importante pour le développement de la guerre électronique dans les années suivantes. Et là, il va se passer des choses impressionnantes, n'est-ce pas, parce que le développement basé sur le magnétron à cavité a permis qu'à la fin de 1940, un ensemble radar aéroporté, c'est-à-dire embarqué sur un avion, puisse être créé, parce qu'un besoin très urgent est apparu pour cela. Les Allemands, ayant perdu la côte de Normandie au profit des Alliés dans les mois précédents, n'était-ce pas, à partir de l'été 44 là, se sont retrouvés sans base pour lancer des bombes volantes F1. Alors, il a été développé, de façon urgente, une méthode pour lancer des bombes V1 à partir de bombardiers Heinkel H111. Elles étaient installées là, sous l'aile du Heinkel, et étaient lancées au-dessus de la mer du Nord contre leur cible en Angleterre. Ces bombes, qui ont commencé à être lancées à partir des Heinkels, ont commencé à beaucoup inquiéter les Anglais, et par conséquent, ils ont développé cette solution. Ce que vous voyez là, c'est un Vickers Wellington 14 équipé d'une antenne radar rotative sur le dessus du fuselage arrière. Vous voyez, imaginez cela en fonctionnement, l'antenne tournant là derrière, n'est-ce pas? Elle balayait l'horizon, car elle ne pouvait vraiment regarder que l'horizon, n'est-ce pas? Elle balayait l'horizon à la recherche d'aéronefs qui volèrent dans cette zone. Donc vous combinez cela avec les stations terrestres qui sont souvent, disons, éloignées de la mer du Nord, parce que c'est là que les Allemands volaient et lançaient les bombes, n'est-ce pas? Cet avion-là, ce Vickers Wellington, pouvait voler au-dessus de la mer, se rapprochant ainsi beaucoup plus des bombardiers ennemis potentiels, et envoyer une alerte. Regardez, il y a un avion inconnu ici, alors gardez un œil sur lui et envoyez des intercepteurs par ici. Donc ce Vickers Wellington, c'était un avion d'alerte aérienne avancée. Il donnait l'alerte aux chasseurs Bristol Beaufighter pour intercepter ces bombardiers ennemis. N'est-ce pas ces bombardiers Heinkel allemands, d'accord ? Et alors, les Américains dans le Pacifique ont rencontré un problème un peu différent et ils ont trouvé une solution similaire là-bas dans le Pacifique. Les attaques kamikazes qui ont commencé à la fin de 1944 aussi, n'est-ce pas, là dans la région des Philippines, les attaques kamikazes ont commencé à beaucoup inquiéter les Américains. Et l'un des aspects qui les préoccupait beaucoup était que les radars américains, les stations radars, étaient en train d'être installées. À ce moment-là, sur les destroyers, n'est-ce pas, sur les navires de plus petite taille, qui étaient placés comme une grande chaîne d'alerte précoce, n'est-ce pas, et ils tournaient là pour pouvoir détecter ces avions qui pouvaient en arriver et attaquer la flotte. Voilà, il se trouve que le destroyer est justement la cible du kamikaze. Donc vous installez le radar sur un navire de guerre, sur un bateau, sur une plateforme, qui est justement la cible de votre ennemi. Donc vous pouvez devenir aveugle à tout moment. Vous comprenez? Alors, les Américains se sont dit « Merde, ce serait mieux si on arrivait à mettre un radar dans un avion ». Non, un avion c'est plus petit, il va rester là à voler et il n'est pas la cible des kamikazes. C'est de là qu'est venue l'idée de créer ce que vous voyez là. Un TBM, n'est-ce pas, un bombardier Grumman TBM Avenger appelé TBM-3W, qui a reçu sous son ventre ce grand radome, là, d'un nouveau radar, et ce radar devait donc rester en vol, n'est-ce pas, faire des cercles sur une trajectoire, pour protéger l'escadre américaine, afin de détecter les kamikazes ou toute autre vague d'attaque aérienne ennemie. Pour pouvoir ainsi donner l'alerte le plus rapidement possible afin que les destroyers eux-mêmes puissent se protéger. Tu comprends alors, cet avion est entré en service en mars 1945, déjà à la toute fin de la guerre, et il ouvre la voie aux évolutions de l'après-guerre. Tu vois, ce n'est qu'en 1949 que les Américains décident de créer un avion entièrement dédié à l'alerte aérienne avancée. Et cet avion-là sera basé sur la plateforme du Lockheed Constellation, ce fameux avion de transport quadrimoteur.
À mon avis, le Lockheed Constellation est l'une des plus belles choses que l'aéronautique ait jamais produite jusqu'à aujourd'hui. Donc la plateforme du Constellation est devenue en 1949 le Lockheed EC 121 Warning Star, ou étoile d'avertissement, n'est-ce pas, étoile 2, d'avertissement précoce, warning d'alerte, étoile d'alerte. Donc l'étoile d'alerte. Il portait aussi un radar sur le dos. Et il a été adopté aussi bien par l'armée de l'air des États-Unis que par la marine des États-Unis, opérant pendant 3 décennies. Mon gars, cet avion a vraiment opéré longtemps, tu vois, étant donné la qualité de la plateforme, de l'électronique, tout ça. Il a été en service jusqu'en 1982, pour te donner une idée. Et les soviétiques ont mis un peu plus de temps à développer leur propre technologie, tu vois, leur électronique de radar, et ce n'est qu'en 1965 qu'ils ont mis en service le Tupolev Tu-126, qui a été leur premier avion d'alerte avancé. Vraiment dédié, basé sur la plateforme de l'avion de transport Tupolev 114, tu vois, d'un véritable avion de ligne, le Tupolev 114 quadrimoteur aussi. Un avion magnifique. Tu sais, je trouve ces avions magnifiques, tu vois, ceux au profil du Constellation et similaires, non? Alors, qu'est-ce qui va se passer, les gars? En 1963, l'armée de l'air commence déjà à chercher le remplaçant du Warning Star. Tu vois, parce qu'ils veulent déjà mettre une plateforme à réaction là, et aussi ajouter les nouvelles technologies de radar. Déjà des années 60 qui dépassaient largement celles de la fin des années 40 qui étaient sur le Warning Star, tu vois. Quelles étaient ces technologies? La première d'entre elles, la plus importante, c'est la détection vers le bas, la capacité de détecter vers le bas. Autrement dit, que le radar puisse balayer l'horizon et aussi regarder vers le bas. Alors Westinghouse a installé ce nouveau radar sous la forme d'un radome, d'un cercle. En fait, il tournait. Il tournait au-dessus de l'avion, monté là sur le fuselage arrière, et ce disque tournait tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, on peut encore voir ça. Bien sûr, ils sont encore en service. Et la différence, c'est que cet avion est basé sur la plateforme du Boeing 707. N'est-ce pas parce qu'en 1970, le Boeing 707 a été choisi pour cette plateforme-là, parce que c'était déjà un avion entièrement testé, il était bien plus intéressant de l'adapter que d'en créer un nouveau. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'avion volait beaucoup plus haut, beaucoup plus vite, et il scrutait non seulement l'horizon, mais aussi ce qui se trouvait en dessous. Un genre de parapluie, non ? Imagine comme ça. Alors, cet avion a reçu l'autorisation de faire construire son prototype, construit en 1973. Et puis, en 1975, il a volé pour la première fois. N'est-ce pas, les premiers tests opérationnels ont commencé à être effectués et alors ce premier E-3 Sentry a commencé à voler à travers le monde entier. Américaine, au Moyen-Orient, en Asie, partout. Il a été testé et les résultats étaient très prometteurs. Alors, en 1977, le premier Boeing E-3 Sentry est sorti de la chaîne de montage, dédiée à l'US Air Force, n'est-ce pas? Une curiosité que tu vas adorer apprendre, mec. En 1977, tu sais qui a aussi acheté un Boeing E-3 Sentry? L'Iran? Le Shah d'Iran a acheté 10 pas moins de 10 Boeing E-3 Sentry pour la force aérienne impériale d'Iran en 1977. Bien sûr, ces 10 exemplaires n'ont jamais été livrés, n'est-ce pas? Après la révolution de janvier 79, ils ont été annulés, tous les contrats extérieurs ont été annulés avec l'Iran, et donc ils ne sont jamais arrivés. Ces 10 Boeing ne sont jamais arrivés dans l'arsenal de la force aérienne iranienne. Très bien. Le Boeing E-3 Sentry a été produit de 1977 à 1992. Au total, 68 exemplaires ont été fabriqués. Non seulement pour l'US Air Force, mais aussi pour la Royal Air Force britannique, pour l'Arabie Saoudite, pour la France, pour le commandement aérien de l'OTAN, qui s'est basé en Belgique. Du Luxembourg aussi, et quand les Britanniques ont retiré leur Sentry du service. Il y a quelques années, le Chili a fini par acheter un de ces avions, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, la force aérienne chilienne est la seule en Amérique du Sud à opérer un Sentry. D'accord, alors, les gars, qu'est-ce qui va se passer? En 2012, Boeing a développé une alternative, un successeur du E-3 Sentry qu'ils ont appelé
Boeing Accept Wedgetail. D'accord, cette technologie de radar du Wedgetail n'est pas celle du disque qui tourne, c'est simplement une sorte de barre, tu vois, qui reste là, hein, montée sur le fuselage arrière de l'appareil. Cet appareil est un modèle d'exportation de Boeing. Il a déjà été vendu à la RAF, donc à la Royal Air Force britannique, mais aussi à l'armée de l'air turque, à l'armée de l'air sud-coréenne et aussi à l'armée de l'air australienne. Et bien que Boeing essaie de vendre cela à l'US Air Force, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas réussi à conclure cette vente. D'accord, pourquoi ? Parce que depuis cette époque, en 2012, les États-Unis prévoyaient déjà de retirer leur Sentry, leur E-3 Sentry, et de les remplacer par des plateformes spatiales. C'est-à-dire utiliser uniquement des satellites pour faire la détection et aussi le contrôle. D'accord, l'AWACS serait assurée par des satellites. Je ne sais pas jusqu'à quel point ce choix a été logique ou s'il s'est déjà heurté aujourd'hui à des barrières technologiques, n'est-ce pas, c'est-à-dire à des limitations technologiques des satellites. Le fait est que, dans ce contexte de 2026 finalement, au début du mois dernier, Boeing a reçu un budget. L'autorisation de l'US Air Force pour commencer à développer des prototypes, deux prototypes du USEPT Wedgetail pour l'US Air Force. D'accord, donc les gars, en 2023, cette décision des États-Unis de remplacer le Sentry par des satellites a fait qu'en 2023, ils ont commencé à retirer la moitié de leur flotte de 31 Boeing U-3 Sentry. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, déjà 15 de ces avions ont été retirés du service et se trouvent maintenant dans ces cimetières d'aéronefs à l'ouest des États-Unis. N'est-ce pas ? J'ignore où sont exactement les Sentry, mais ils sont là-bas dans le désert. Et on sait que ces aéronefs qui restent dans le désert peuvent à tout moment être remis en service, n'est-ce pas ? Bien sûr, cela aura un coût, mais ces aéronefs peuvent être remis en service. La question est, au début de 2026, les États-Unis maintenaient 6 Boeing Sentry E-3 en opération au Moyen-Orient. 6, d'accord, 10 autres sont aux États-Unis, sur d'autres bases. Mais comme nous le savons bien, le 29 mars, les Iraniens ont attaqué et détruit un de ces Sentry. Donc il ne reste maintenant que 5 Boeing Sentry. Allons-y, et qu'est-ce que cela signifie ? Cette attaque iranienne, qu'est-ce qu'elle signifie vraiment ? D'accord, je sais que c'est choquant, très bien, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Commençons d'abord par la partie choquante. En effet, c'est la première fois qu'un aéronef d'une telle envergure et d'une telle importance. Pour toute l'exécution d'un plan de guerre, n'est-ce pas, d'une opération militaire, il est touché. On a eu, seulement dans les années 60, n'est-ce pas, au Vietnam, la destruction de quelques B-52, des avions bombardiers quadrimoteurs, je crois même plus grands que les Sentry, par l'artillerie anti-aérienne vietnamienne, nord-vietnamienne et aussi par les chasseurs du Nord-Vietnam. Mais après cela, les pertes d'avions américains se sont concentrées sur des avions plus petits. D'accord ? C'est le premier avion de grande taille réellement perdu à cause d'une action ennemie depuis cette époque. Donc c'est un choc, c'est sûr que c'est un choc, et d'autant plus parce que ce n'était pas un système super sophistiqué, très probablement un drone, n'est-ce pas ? Parce que si on regarde toutes ces démonstrations quotidiennes de lancement iranien de missiles balistiques et aussi de drones, on remarque que les lancements de missiles balistiques ont été fortement réduits. Et l'Iran continue de maintenir un nombre assez important de drones balistiques, n'est-ce pas ? Quotidiennement, donc. C'est aussi un choc parce que, pour la première fois, un avion aussi grand et important a été touché de plein fouet par une arme de très faible valeur. Une arme à la conception relativement simple, fabriquée avec des composants bon marché, n'est-ce pas, qui a traversé les défenses anti-missiles, anti-drones, et a atteint une cible de haute importance, de grande importance. D'accord, c'est ça ? Donc cela va entraîner une réorganisation du dispositif défensif américain et de la doctrine défensive américaine.
Parce que même si leurs défenses anti-drones ont un taux d'interception élevé, autour de 90%, 10% passent. Et que font ces 10% qui passent? Dans ce cas, les Iraniens, je crois, ont dû envoyer beaucoup de drones vers la même cible, en espérant qu'un d'entre eux passerait. Ce qui s'est produit, l'un d'eux est passé. Mais ça, la destruction de cet avion signifie une perte vraiment définitive, incapacitante dans la capacité américaine à faire la guerre. Non, parce qu'ils ont 5 autres avions comme ça sur place, 10 autres de ces avions aux États-Unis et 15 autres de ces avions en réserve, là-bas dans le désert. Et encore plus, n'est-ce pas? Les États-Unis peuvent également, en cas d'urgence, commander les successeurs, les Wedgetail. Et, au bout du compte, utiliser d'autres plateformes, n'est-ce pas? Comme le Hawkeye de la marine et enfin d'autres avions pour exercer le contrôle et l'alerte précoce. Je ne pense pas qu'on en arrivera là pour l'instant, dis-moi. Connaissais-tu déjà l'histoire des avions d'alerte précoce? Si tu ne connaissais pas et que tu viens de l'apprendre, raconte-nous dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître ton avis. Si tu as aimé cette vidéo, alors partage-la avec tes amis, mais mets-nous aussi un pouce bleu. Et n'oublie pas de t'abonner à Salah de Guerra pour ne rien manquer. Je vais m'arrêter là. Merci encore pour ton écoute et amitié de la part de Salah de Guerra.